Mesdames et messieurs, 8 jours après cette semaine de folie, nous retrouvons notre FC Barcelone. Alors certes dans un match à moindre intensité, mais ça reste un derby à ne pas négliger. On en parle tout de suite dans la vidéo pré-match. Les amis, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, commençons par un petit tour de notre adversaire du dimanche 16h15, l'Espagnol Barcelone, qui ne va pas très bien. On va pas se mentir, ça fait quelques années qu'ils sont un petit peu en difficulté et cette année, elle va pas déroger à la règle. On n'est pas sur une équipe promue qui arrive à faire un petit peu la surprise. Non, l'Espagnol Barcelone reste en difficulté. Actuel 17e du championnat, seulement 3 victoires, une seule victoire sur les 6 derniers matchs en Liga. Ça reste compliqué. Ce n'est pas la pire défense, ce n'est pas non plus la pire attaque, mais voilà, on est sur un club qui reste un peu embourbé dans les dernières places du classement. Cet été, ils ont recruté seulement pour 400 000 €. C'est vraiment pas fameux. Ils conservent 2 joueurs, on va dire, qui peuvent être un petit peu intéressants, que sont Juan Garcia, leur gardien, et leur numéro 9, Alejo Veliz, qui lui est prêté par Tottenham, qui sont un petit peu les 2 joueurs qui sortent du lot dans cet effectif. Mais sinon, pour le reste, on va pas se mentir, c'est un peu compliqué du côté de l'Espagnol. Mais, cela n'empêche, on va assister à un derby. Et un derby n'est pas un match comme les autres. Alors, on va pas se mentir, hein, c'est pas non plus le derby le plus suivi du monde. Malheureusement, ce derby souffre du fait qu'il y a un énorme écart sportivement entre les deux clubs. On peut avoir des derbys, Real Madrid, Atlético, les deux équipes quand même sportivement sont proches. On peut avoir un derby Inter, AC Milan, les deux équipes également sont proches. Tottenham, Arsenal, les deux équipes sont proches. La grosse difficulté, c'est que le Barça, on est un club qui est mondialisé. On a énormément de supporters et dans la majeure partie des cas, c'est pas un match qui va soulever les foules du côté des supporters du FC Barcelone. Il y a toujours les ultras du FC Barcelone pour qui c'est important. J'avais regardé un reportage il y a quelques années là-dessus. Oui, pour les ultras du Barça, ce match reste un derby très important. Mais pour les fans, typiquement pour moi, c'est pas un match que je vais cocher au début de la saison. Quand je vois l'Espagnol Barcelone, je me dis pas waouh, c'est le match, il faut que je me réveille tôt le matin, je vais stresser de monter les viseurs, ça va être très chaud. C'est un match un petit peu comme les autres. Moi, je vais vous dire la vérité, je vais pas vous mentir par rapport à ça. En revanche, pour les supporters de l'Espagnol Barcelone, c'est un match qui est différent. Pourquoi c'est un match qui est différent? Parce que généralement, quand tu es le petit poussé, et franchement, je me moque pas du tout d'eux, hein, c'est vrai que factuellement, c'est le petit poussé dans ce duel. Bah, tu as plus envie de taper le gros, de taper le club riche de ta ville, justement. Tu as un peu cette ferveur de te dire, on affronte le gros Cador, on est le petit poussé, venez, on va essayer de se serrer les coudes pour les battre. Donc, tu ramènes plus de ferveur. Et donc, oui, du côté des supporters de l'Espagnol Barcelone, ce match est beaucoup plus important en termes de pourcentage que pour les supporters du Barça. Et cette ferveur autour du derby qui est centralisée autour des supporters et de l'équipe de l'Espagnol Barcelone, elle va avoir une influence justement sur ce match. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu sur ces dernières années, on est sur un derby à chaque fois qu'il y a eu des rencontres qui est de plus en plus chaud. C'est-à-dire que dans les années 2010 à peu près jusqu'à 2018 on va dire, l'Espagnol Barcelone était une équipe qui oscillait un peu dans le ventre mou de la Liga, entre la 14e place à peu près et la 7e place. Ils ont eu un pic je crois en 2017 ou 2018 à la 7e place. Mais c'était une équipe du ventre mou. Depuis 2019, on est sur une équipe qui est beaucoup plus en difficulté sur ces 5 dernières années et qui fait vraiment le yo-yo entre la division 2 et la division 1. Ils sont tombés 2 fois en division 2. Et quand ils remontent, à chaque fois, ils sont très mal classés en Liga. Et de ce fait que cette équipe soit en difficulté sportivement, ils vont s'appuyer sur des ressorts qui vont être un petit peu l'intensité face au Barça. Encore une fois, on rentre dans cette optique de on est le petit poussé, on est en difficulté sportivement, du coup on va s'en sortir en mettant beaucoup d'intensité sur le terrain, en mettant des coups, en étant en contact. C'est comme ça un petit peu à travers la grinta qu'ils vont essayer de s'en sortir face au Barça. Et sur les derniers matchs qu'on a eu, sur les derniers derbys qu'on a eu face à l'Espagnol, à part un 4-2 récemment, on est toujours sur des matchs un petit peu étriqués, des 0-0, des 1-1, des victoires d'un but, que ce soit 1-0 ou 2-1 pour le Barça. C'est pas aussi simple que ça et on est aussi sur beaucoup de matchs où il y a eu des cartes rouges des deux côtés. Mais ça vient un petit peu du fait que oui, l'Espagnol va un petit peu se baser sur des ressorts qui vont être on va un petit peu attaquer les chevilles de nos adversaires. Donc oui, ça a une influence un petit peu sur le match, le fait que sportivement, il y a un grand écart entre les deux équipes. Maintenant, du côté du Barça, comment ça se passe? Bah écoutez, super bien, on a réussi à survivre à cette fameuse semaine. Ça aurait pu être la semaine de l'enfer, un petit peu comme l'année dernière. Ça ne l'a pas du tout été, ça a été totalement l'inverse. Grosse claque contre le Bayern Munich, on a montré à l'Europe, coucou, on est là. Puis après, on a su confirmer face au Real Madrid, là-bas, 4-0. Coucou l'Europe, on est là. Du coup, tout va bien. On a le retour en plus, petit à petit, d'un Gavi, d'un Dani Olmo, d'un Frenkie de Jong, d'un Fermin Lopez. On est super heureux. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On est sur un match
match qui a lieu 8 jours après le Classico. C'est très rare qu'on ait autant de temps entre deux matchs et je pense que ça va être très rare cette année, en plus avec le nouveau format de Ligue des Champions qui rajoute certaines parties. J'espère qu'on en a profité pour reposer un petit peu les corps et pour avoir encore plus de rodage, de repères par rapport aux petites choses qu'on peut améliorer du côté du Barça. Il n'empêche que si on a eu ces 8 jours de repos, on va avoir un enchaînement de 3 matchs en une semaine. Ce match, bien évidemment, contre l'Espagnol. 3 jours plus tard, match contre l'Étoile Rouge de Belgrade en Ligue des Champions. Et le dimanche prochain, un match contre la Real Sociedad. Donc ça va être quand même à nouveau un calendrier qui va être un petit peu intense. Surtout qu'après, il va y avoir la trêve internationale. Et on le sait, les coachs de nos joueurs, ils aiment bien un petit peu les essorer pendant la trêve internationale. Du coup, faisons attention à ça et prenons ça en compte. Certes, il y a eu un petit repos, mais attention, ça revient très fort en termes d'intensité pour le Barça. Et dans cette optique, je vous ai récemment posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour ce match contre l'Espagnol? Est-ce qu'il faut faire beaucoup tourner? Est-ce qu'il faut faire moyennement tourner, très peu tourner ou pas du tout tourner? En majorité, vous êtes pour moyennement tourné, suivi de près par très peu tourné, mais je pense que la logique est un petit peu la même. Moi, vous allez voir, typiquement, je vais me mettre dans la case très peu tourné. En revanche, comme c'est ma chaîne, j'ai le droit à une petite carte joker. Et vous allez voir, je vais demander beaucoup de remplacements dans le 11 que je vais vous proposer juste après. Mais en revanche, on a toujours une petite partie de gens qui disent il ne faut pas du tout faire tourner, il faut mettre le 11 type absolument, à peu près 8, 9, 10%. Et j'aimerais bien avoir des discussions avec ces gens-là pour comprendre qu'est-ce qui se passe, pour qu'ils aient toujours envie de mettre l'équipe type. C'est-à-dire qu'on est dans un cadre de 3 matchs en une semaine. Et après, on a la trêve internationale, encore une fois. On est sur le premier match, l'Espagnol Barcelone, actuellement promu de la Liga, actuellement 17e de cette Liga, qui joue chez nous. On a un match ensuite 3 jours plus tard contre l'Étoile Rouge de Belgrade, qui est certainement l'une des pires équipes de Ligue des Champions. Ok, mais ça n'empêche qu'on a déjà utilisé un joker contre Monaco et qu'on sait dans ce nouveau format de Ligue des Champions que la différence de but elle est très importante parce qu'il va y avoir beaucoup d'équipes qui auront le même nombre de points. Donc si on peut leur mettre une trempe à l'Étoile Rouge, qu'on leur mette une trempe, donc il faut une équipe qui soit compétitive. Et ensuite, on va à Anoeta dimanche prochain à l'extérieur contre la Real Sociedad, qui ne fait pas le meilleur début de saison de son histoire, mais qui reste la Real Sociedad à l'extérieur. Et sur ces 3 matchs-là, il y a 10% des gens qui disent non, contre l'Espagnol Barcelone à la maison, il ne faut pas du tout faire tourner. Mais dans ce cas-là, on fait tourner contre qui? Contre qui on fait un tout petit peu tourner? L'objectif, encore une fois, c'est pas de changer les 11 joueurs du Barça, c'est pas d'en changer 8, mais de faire une petite rotation quand même. Donc j'aimerais juste avoir une petite discussion avec ces gens-là, s'ils peuvent arriver en commentaire, pour comprendre pourquoi mettre à chaque fois une équipe type et penser que tous nos joueurs sont en capacité de faire 50 matchs dans la saison avec l'intensité que demande le jeu de flic. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, le 11 que j'attends contre l'Espagnol Barcelone, on commence par le gardien Iñaki Peña. Il peut y avoir un mini débat, est-ce qu'on fait pourquoi pas commencer Chesney sur ce match contre l'Espagnol Barcelone? Moi je choisis de mettre Iñaki Peña, pourquoi? Parce que sportivement, il n'a pas fait de bourde sur la super semaine du Barça. Contre le Bayern Munich, il a été présent, il a été bon, et contre le Real Madrid, il a été très bon. Donc comment sportivement tu vas dire à un joueur ah bah là je te mets sur le banc. T'as été super bon, hein. La semaine décisive pour le Barça, t'as été excellent, mais je vais te mettre sur le banc. C'est hyper difficile en termes de management de la part de Flick. Donc je pense que Iñaki Peña mérite de rester au cage pour l'instant. Alors le jour où ça ira peut-être un tout petit peu moins bien, là t'instaureras un Chesney, mais pour l'instant je vois pas comment tu peux le sortir. On passe ensuite à la défense. Et là la grande question que je me suis posée, c'est que j'avais envie de mettre Hector Fort. J'avais envie de remplacer l'un des latérales du Barça. Alors je me posais la question, est-ce que je vais sortir Koundé, est-ce que je vais sortir Baldé? Et puis je me dis finalement je vais remplacer Koundé, parce que Koundé, je sais qui va certainement jouer les 2 matchs avec l'équipe de France durant la trêve internationale. Alors que Baldé, la dernière fois, il n'a pas été convoqué par l'équipe d'Espagne, et même s'il est convoqué, je ne pense pas qu'il va jouer les 2 matchs. Et je me dis en plus de ça que Baldé a montré de très bonnes choses, et montre de très très bonnes choses depuis quelques temps. Je crois que c'est un des joueurs qui a subi le moins de dribbles en tant que défenseur cette année en Liga, et sur le dernier match contre le Real, il a adressé un magnifique centre à Lewandowski. Il peut encore s'améliorer sur certains points, on le sait, Baldé, il a une grosse marge de progression, autant le faire enchaîner. Ça ne veut pas dire le faire jouer les 90 minutes, tu peux faire rentrer un Gérard Martin si le match se passe bien dans le score, mais je me dis c'est bien s'il peut continuer à enchaîner. Alors que Koundé, on sait qu'il va enchaîner, les 2 autres matchs dans la semaine prochaine, il va être titulaire, en équipe de France, il va être titulaire. Du coup, je mets un Hector Fort sur le côté droit, un Baldé sur le côté gauche. La défense centrale, je fais enchaîner quand même un Cubarsí, mais dans la même optique que Baldé, c'est-à-dire que Cubarsí risque d'être sélectionné avec l'équipe d'Espagne, lui il l'a été la dernière fois, mais il va pas jouer les 2 matchs titulaires avec l'équipe d'Espagne. Du coup, je peux me permettre de me dire
ok, il va avoir quand même un petit peu de repos lors de la prochaine trêve. Je laisse donc Cubarsí à côté d'Inigo Martinez, qui lui aussi, je pense, va être convoqué par la sélection espagnole, mais qui ne sera pas une nouvelle fois titulaire. On arrive ensuite au milieu de terrain, mesdames et messieurs, et là, les choix également sont un petit peu compliqués. Pour moi, c'était soit Casado, soit Pedri qui devait se reposer. Un des deux, et si Flick fait l'un des deux, je suis très content, mais je choisis quand même Pedri. Pourquoi? Parce que, encore une fois, je sais que pendant la trêve internationale, Pedri va enchaîner, parce que De La Fuente, il aime faire enchaîner nos joueurs. Du coup, Pedri, il va beaucoup jouer ces prochaines semaines, et donc je me dis, il peut un tout petit peu souffler. Il peut rentrer en cours de match une nouvelle fois, il n'y a pas de problème, mais j'ai choisi de mettre Casado, qui lui risque de ne pas avoir énormément de minutes durant la trêve internationale. Casado que je mets à côté de Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, donc qui aura plus ce positionnement de numéro 8 qu'on voit avoir depuis l'arrivée de Flick, et ça va être très intéressant d'avoir cette rotation avec un Frenkie enfin titulaire, et ensuite un Dani Olmo numéro 10 qui je pense peut être titulaire. On a eu des petites minutes par-ci par-là, notamment face au Real Madrid, magnifique rentrée de Dani Olmo. Là, je pense qu'il peut être titulaire. Bien évidemment, ne pas le faire jouer 90 minutes parce que je ne pense pas encore qu'il a les jambes, etc. Faire très attention avec Dani Olmo parce que lui, une nouvelle fois, il va être essoré par De La Fuente durant la trêve. Mais voilà, petite 60 minutes de jeu, très bien pour Dani Olmo. Enfin, on passe à l'attaque. Beaucoup de questionnements, notamment autour de Lamine Yamal, parce qu'on le sait, 17 ans, il faut faire attention, surcharge musculaire la dernière fois, lui aussi essoré par De La Fuente en sélection espagnole. Est-ce qu'il faut le faire changer ou pas? Je le laisse titulaire pour ce match-ci. Attention, je sors ma carte joker, il faut absolument qu'il soit remplacé à la 60e minute. 60e minute, tu sors Lamine Yamal. Quel que soit le score, boum, ça dégage, tu fais remplacer par Pau Victor si tu veux dans le demi-espace droit, tu fais remplacer par Rafinha en tant qu'ailier droit, même si on sait que ailier droit, Rafinha, c'est pas le top du top, mais tu bouges Lamine Yamal. Ensuite, demi-espace gauche, là tu mets un Rafinha sur le banc. Ok, tu le fais souffler, parce que tu sais au Brésil, Rafinha maintenant il est sélectionné de nouveau, alors que pendant un certain temps il l'était plus, mais là il enchaîne. Il enchaîne, il est titulaire au Brésil, on connaît les voyages en avion, etc. C'est fatigant. Rafinha, hop, tu vas sur le banc, tu rentreras en seconde mi-temps s'il le faut, si on en a besoin. Tu fais rentrer un Ansu Fati qui doit encore une fois gagner en confiance. Là, tu le fais jouer un match contre 17e du championnat à la maison. Si Fati ne montre rien, ça va commencer à être très inquiétant. Mais tu peux quand même lui laisser une nouvelle chance, et je laisse un Lewandowski qui ce serait bien aussi, et une gestion particulière. On le sait que Lewandowski risque d'être titulaire sur beaucoup de matchs, mais ça reste un joueur qui est assez âgé. Si Flick peut continuer à faire ce qu'il fait actuellement, c'est-à-dire quasiment tous les matchs, le faire sortir vers la 70e minute de jeu, c'est très intéressant. Oui, le faire enchaîner quasiment tous les matchs titulaires, parce qu'en tant que pointe numéro 9, on a très peu d'autres profils, mais attention, si on peut sur les fins de match le faire souffler les 20-15 dernières minutes, c'est bénéf. Avoir cette idée-là en tête pour Lévy. Et voilà, mesdames et messieurs, mon 11 pour ce derby contre l'Espagnol Barcelone qu'il ne faut pas négliger. Encore une fois, oui, ça reste un adversaire qui est faible. Oui, c'est un match à la maison. Oui, la semaine prochaine, les matchs vont être d'une importance plus grande que ce match-ci. Mais il faut le gagner, voilà, pour la fierté de la ville, pour montrer qu'on est capable de faire de bonnes choses. Pour les joueurs qui vont être des joueurs, entre guillemets, de rotation cette année, s'ils sont titularisés sur ce match-ci, qui montrent qu'ils sont capables de faire de bonnes choses et d'être importants dans une rotation. Pour Flick, bien évidemment, faire tourner à la 60e, 70e, s'il y a un score qui est large pour le Barça. Et ne pas négliger, ne pas prendre de haut ce match-ci. On a eu des grosses victoires la semaine dernière. Il peut y avoir une petite baisse d'intensité de la part de nos joueurs. Il ne faut surtout pas l'avoir. C'est là-dessus où il va falloir avoir un gros point de vigilance du côté du Barça. Maintenant, à vous de jouer. N'hésitez pas, vous, à me donner votre pronostic en commentaire, à me donner également votre 11 type de ce Barça. Je pense qu'il y aura beaucoup de débats autour de ça. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, les amis. On se retrouve pour le débrief de ce derby. Bonne journée ou bonne soirée. Quand est-ce que vous regardez cette vidéo?